ça, hop. Parfait. Alors. Ah, mais à chaque fois, ça me... Ok, oups. Ok, what's up? Je me suis passionnée pour les photos sur Quora. J'aime trop ça. J'aime trop les photos historiques qui ont des histoires derrière, des trucs que tu comprends pas forcément, des trucs que tu sais pas forcément, ou le genre d'anecdotes que tu peux ressortir après, qui servent concrètement au quotidien à rien du tout, mais qui sont, je sais pas, j'aime bien. Genre par exemple, est-ce que tu savais qu'il y avait des masques à gaz pour les enfants avec le design de Mickey, qui sont très très glauques, hein, on va pas se mytho, genre ça ressemble à ça. C'est pas fou. On va pas se mentir, ça fait un peu peur. Mais je trouve ça trop intéressant, ce genre de truc, j'adore. Donc je pense qu'on va faire ça, enfin c'est pas que je pense, c'est que je sais, on va faire ça aujourd'hui, on va regarder des photos historiques, on va regarder des faits historiques. Donc évidemment la prod nous a préparé plein de photos, plein de faits historiques hyper chouettes. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble. Ah, attendez, 2 secondes, pardon. Ouais, ça va et toi? Ouais. Y'a pas de... Y'a pas de prod. Ah oui, c'est moi la prod. J'avais oublié. Il y a des images qui sont hyper belles, mais elles ont pas forcément d'histoire, donc... Mais elles sont très très jolies, c'est vrai qu'il y a des photos qui sont très très jolies, genre celle-ci, par exemple. Attendez, parce que je vous en parle, mais du coup, faut que je les enregistre en même temps, hein, parce que sinon, on va pas aller loin. Alors, attendez, par contre, petit... Oups. Ah, par contre, j'ai peut-être enlevé mes lunettes. Je vais enlever mes lunettes, sinon, il va y avoir des reflets hyper désagréables. Du coup, j'ai l'impression... Ah, c'est le fou. Ah, j'ai eu peur. Non, je vais juste l'éteindre, j'arrive. Je disais donc, petit disclaimer, c'est possible qu'il y ait certaines informations qui soient erronées, qui soient... Je pense pas qu'il y ait des informations qui soient complètement fausses, parce que j'essaye quand même au montage. Je vous fais juste une petite pause en parlant de ça. Au montage, j'ai eu une idée. Ce qu'on va faire, c'est que je vais garder les infos fausses, et à chaque fois, je vais vous mettre soit ce signe, qui voudra dire que c'est vrai, ou ce signe, qui voudra dire que c'est faux. À vous de jouer, voilà. De vérifier les infos, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes. C'est sur Quora que je lis ça, enfin je veux dire c'est pas des sites... Il y a des personnes qui sont très compétentes dans ce qu'elles postent sur Quora, on s'entend bien, mais ça reste un site, un réseau. Quel fait historique est intéressant et peu connu du public? Dans la Grèce antique, les acteurs n'étaient pas autorisés à témoigner devant le tribunal car ils étaient considérés comme des menteurs professionnels. C'est marrant ça. Mais non mais c'est bon, le four, le lave-vaisselle, je peux tourner ma vidéo ou... Avez-vous des photos historiques inconnues et surprenantes à montrer? C'est exactement ça que je cherche. Avez-vous des exemples? Non mais je veux pas des trucs effrayants, je suis toute seule à la maison. Léonid Rogozov, seul médecin d'une base soviétique en Antarctique, est en train de sauter lui-même l'appendice suite à une appendicite aiguë. Je vous mets la photo là, et je vous floute, parce que c'est un petit peu dégueu en vrai. La Suède roulait à gauche depuis je sais pas quelle année, mais jusqu'en 1963. Et puis ils sont passés à gauche. Et ça, c'est une image qui représente le premier jour de changement. Voilà. Apparemment, c'était un peu compliqué. Je veux bien les croire, je peux compatir. Cette photo, elle est assez intéressante. En parlant de la photo, je l'ai perdue. Je l'ai pas enregistrée et j'arrive pas à la retrouver. Voilà. D'après la légende urbaine, une bombe atterrit dans un village du Pays Basque, mais elle n'explosa jamais. La bombe resta plantée sur la place centrale du petit village. Les villageois surpris et terrorisés n'eurent pas le courage de la déplacer, et encore moins de la démanteler. Elle demeura pendant des années sous le régime de Franco comme un symbole de la réflexion. Elle représentait la mort, le pouvoir du régime et le châtiment de celui qui se montrerait. Au matin d'un jour de printemps, Julien, ou je sais pas trop comment on dit, fut agacé par ce détail du paysage qui enlaidissait le village. Oui, c'est ça.
Il chercha des outils, demanda de l'aide en vain, puis décida de démanteler et déplacer l'engin. Durant les premières heures, il travailla seul, sous le regard distant de ses compatriotes. À mi-journée, il avait été rejoint par ses amis au cas où la mort frapperait, les amis tomberaient ensemble. Oh, est-ce que c'est mignon. Moi je suis désolée, mais le jour où on m'appelle pour démanteler une bombe, je dis Bon, il y a des gens qui sont payés pour ça, hein. En milieu d'après-midi, tout le village était à pied d'œuvre. Avant la tombée de la nuit, il avait démantelé la bombe et décidèrent de l'envoyer dans le village voisin. Mais le plus intéressant fut ce qu'ils découvrirent. À l'intérieur, en plus des câbles et pièces de métal, ils trouvèrent un papier manuscrit ne contenant que quelques mots. Ils pensèrent qu'il s'agissait d'indications sur le lieu de fabrication. Ce n'était de toute évidence pas en basque, ni en espagnol, ni en anglais. Cela ressemblait à de l'allemand. Il ordonna les mots dans son esprit ainsi que la grammaire et pour mettre fin au suspense, il dit à tous ses voisins qui le regardaient en silence: salutation d'un ouvrier allemand qui ne tue pas de travailleurs. Personne ne quitta les lieux dans les heures qui suivirent. Le village décida à l'unanimité d'éliminer un loup-garou. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ah, c'est pas drôle. Le village décida à l'unanimité que la bombe ne partirait pas et elle retournerait à son emplacement initial. Dès lors, la bombe commença à symboliser la résistance, la fin de la peur et le pouvoir d'un village avec la conscience de classe. Cette bombe paraissait comme le cadeau d'un ouvrier allemand qui, en pleine dictature nazie, risqua sa vie et laissa entendre que ni la peur ni le régime ne le pousseraient à ôter la vie à des travailleurs. Une légende pour se souvenir de ces ouvriers allemands qui mirent leur vie en danger en sabotant des obus pendant la guerre civile espagnole et en laissant des notes d'encouragement aux républicains. Bon, c'est une légende, il n'y a rien qui dit que c'est vraiment avéré, mais en faisant 2-3 recherches, j'ai trouvé quelques histoires qui ressemblent ou qui sont dans de la même veine. Donc je pense que ça vient de faits réels, mais je suis vraiment pas sûre, donc je vous la laisse, mais je vous dis ni que c'est faux, ni que c'est vrai, parce que je suis pas sûre. C'est hyper intéressant. Oh! C'est une vraie... En fait, c'est un peu frustrant parce que il y a des fois, il y a des photos qui sont tellement extravagantes qu'on ne sait pas si c'est vraiment des vraies photos ou l'IA. Dans l'ère victorienne, les cheveux d'une femme étaient considérés comme une partie importante de son apparence et cela marquait son statut et sa féminité. Mais la taille des cheveux, c'est impressionnant. La reine essayant de ne pas rire devant son mari duc d'Édimbourg en uniforme. Ah, c'est trop chou! Ouais, c'est chou. C'est chou, mais c'est faux. En fait, j'ai creusé un peu et certains sites affirment que le mythe qui entoure cette photo est bel et bien faux. Les selfies en 1920. Mais c'est un peu frustrant parce que je sais pas si c'est vrai ou pas. Je vous enregistre tout ça de toute façon et puis je vérifierai, mais voilà. Je trouve pas de source fiable concernant cette photo précisément. Par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que cette photo-là, c'est le premier selfie qui a jamais été pris. Le monsieur qu'on voit dessus, c'est Robert Cornelius. C'est son auteur. Samuel Reshevsky, âgé de 8 ans, en train de gagner plusieurs parties d'échecs en une fois en France en 1920. Je sais pas jouer aux échecs. J'ai 21 ans. J'ai dû réfléchir. C'est bon pour vous? J'ai dû réfléchir. Oh là là. Mais c'est trop chou. Durant la Seconde Guerre mondiale... Oh, j'adore les anecdotes avec les animaux. Durant la Seconde Guerre mondiale, un dog allemand nommé Juliana a reçu la médaille de la Croix bleue en 1941 après avoir éteint un incendie en urinant dessus. C'est hyper drôle. Et puis par contre, médaille bleue, je sais pas ce que c'est. Ok, j'ai cherché. La Croix bleue, c'est une distinction qui n'est pas vraiment officielle, mais qui est décernée lors d'un acte de courage. La médaille bleue. Quand ton camarade de chambre organise une fête et que tu essaies de travailler, le casque isolant. Mais ça c'est pareil. Mais il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo, je sais plus qui, mais j'ai vu une vidéo où j'ai vu plein d'images comme ça justement qui sont hyper intéressantes en vrai. Et c'est un casque isolant simplement. Mais enfin je veux dire, moi mon casque isolant maintenant... Attendez. Moi mon casque isolant maintenant c'est ça. Enfin... Je sais pas si on fait... Ça va pas faire la mise à jour, je pense. Enfin, la mise au point. Ça, c'est mon casque isolant, en fait. Alors que eux, ça ressemblait à ça.
c'est quand même plus pratique. Ça prend moins de place, hein. Alors déjà que je prends ma maison entière sur le dos quand je pars, alors si en plus je devais prendre ça, vous imaginez? Non mais on s'en sortirait pas. En 1919, le 15 janvier, les gens vaquaient à leurs occupations, menant leur vie Il faut que je mette plus grand, je vois pas. menant leur vie normalement à Boston. Il y avait un énorme réservoir contenant de la mélasse, c'est une substance sucrée et sirupeuse utilisée dans la fabrication de l'alcool. Ah ouais? D'alcool et de divers produits. Bon, je savais pas que c'était... Pour moi, c'était une pâte à tartiner, hein, seulement. Mais apparemment non. Le réservoir mesurant 15 mètres de haut et 30 mètres de large, il n'était pas correctement renforcé et les... Oui, j'avais vu ça aussi, c'est hyper intéressant. Le réservoir mesurait 15 mètres, il n'était pas correctement renforcé et les changements de température ont provoqué son explosion, libérant 2,3 millions de gallons, 15,5 millions de litres à peu près, de mélasse. Mais oui, ça j'avais vu, c'est un truc de malade. Enfin, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, il y a eu des morts quand même. Hein. Donc c'est pas drôle, mais c'est fou quand même que ça ait pu arriver. Cela a créé une vague de mélasse dévalant la rue à 50 km/h. Les gens ont fui pour sauver leur vie, mais tout le monde n'a pas pu échapper à cette catastrophe. Voilà, c'est ce que je vous disais. 25 personnes ont perdu la vie. Vous vous rendez compte quand même que 25 personnes sont mortes noyées dans la mélasse? On en parle ou pas? Bah c'est ce qu'on est en train de faire en fait. Les équipes de nettoyage étaient recouvertes de cette substance sirupeuse jusqu'à mi-corps. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette catastrophe a été une façon horrible pour les gens de mourir. Bah oui, bah tu m'étonnes. Pensez à quoi une mouche ressemble lorsqu'elle est prise dans du sirop. Oh non. L'histoire de la machine Enigma. Oui, mais Enigma, ça aussi c'est hyper intéressant. Cependant, une bourde colossale des Britanniques concernant cette machine est moins connue. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la machine Enigma permettait aux Allemands d'encoder et de décoder leurs messages militaires confidentiels. Sorte de machine à écrire à multiples rouages, le système était tellement sophistiqué que les Allemands étaient persuadés que jamais leur ennemi ne pourrait le percer. C'est pourtant ce que les Britanniques, avec la complicité des Polonais, ont réussi à faire en pleine guerre. Des milliers de personnes ont travaillé en secret à Bletchley Park, ici, hein, voilà. Leurs exploits intellectuels et mathématiques ont sans doute sauvé des millions de vies et écourté le conflit. L'une des clés pour décrypter Enigma était pourtant sous le nez des Britanniques. Au bureau des brevets à Londres, les Allemands y avaient déposé l'Enigma de nombreuses années avant la guerre. Alors, cette anecdote, elle est vraie, mais il y a une petite précision qui manque, c'est que les Allemands avaient bel et bien déposé un brevet concernant la machine Enigma. Mais l'Enigma qui était concernée, c'était celle qui était destinée à des fins commerciales. C'était pas l'Enigma militaire. Donc du coup, les personnes de Blerstberg, le lieu que je vous ai dit avant, ça les a un petit peu aidés, mais pas énormément. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo un jour sur un de ces sujets, dites-le moi, parce que moi ça m'intéresse de fou. Si vous avez des anecdotes, en vrai c'est hyper intéressant. S'il y a des grosses anecdotes, vous aimeriez que je me penche là-dessus, que je fasse une vidéo un peu plus complète dessus aussi, ça peut être hyper intéressant, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Faut que je mette en grand, sinon j'arrive pas à lire. Je suis vieille, je suis vieille. Mais attendez, peut-être je remets mes lunettes juste 30 secondes. Sachant que mes lunettes ne me servent pas à lire, c'est juste pour ma tête, mais psychologiquement j'ai l'impression que je sais mieux lire quand j'ai mes lunettes. S'il y a des reflets, je suis désolée, mais juste je lis, puis après je les enlève. Oh! Pendant les années de la prohibition aux États-Unis, 1920-1933, il était illégal de vendre, transporter ou brasser toutes sortes d'alcool. Ainsi commença l'ère du moonshine, c'est-à-dire un whisky secrètement brassé dans les bois. Pour masquer leurs traces... Oh mais c'est génial ça! Pour masquer leurs traces, les contrebandiers dupaient les forces de l'ordre en portant ces chaussures sabots à travers la forêt. Elles étaient fabriquées à partir de morceaux de bois qu'on sculptait pour prendre la forme de sabots de vache. Apparemment, cette idée provient de l'histoire de Sherlock Holmes. Ah bah d'ailleurs, parlons de Sherlock Holmes...
Arthur Conan Doyle, il aimait pas du tout Sherlock Holmes. C'était pas du tout son personnage, il le détestait son personnage. Il l'a fait mourir d'ailleurs, je crois, dans une des histoires, et puis il l'a ressuscité après à la demande de je sais plus qui. Mais bref, ça c'est toute une histoire encore. Mention honorable pour les chaussures portées plus tard par les infiltrés espions pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les semelles à l'envers pour tromper les Allemands en les traquant dans le mauvais sens. Bref, j'espère que ça t'a plu. Je te laisse commenter, liker, t'abonner, faire ce que tu veux. Et puis, comme je t'ai dit avant, si tu veux commenter des trucs, des anecdotes, des idées, y a pas de souci, t'es la bienvenue dans les commentaires. Et puis c'est tout. Voilà. Bye!